Au début du XIIIe siècle, l'Angleterre était plongée dans une période de troubles politiques et sociaux intenses. Le système féodal régissait la société, plaçant le roi au sommet d'une hiérarchie rigide et incontestée. Cependant, le pouvoir royal, bien que théoriquement absolu, dépendait de la loyauté et du soutien des puissants barons. Le roi Jean, surnommé Jean sans Terre, monta sur le trône en 1199 après la mort de son frère, le célèbre Richard Cœur de Lion. Contrairement à son frère charismatique et guerrier, Jean était souvent perçu comme un monarque cruel, suspicieux et inefficace. Son règne fut marqué dès le début par des conflits incessants, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son royaume. L'une de ses plus grandes humiliations fut la perte de la Normandie et d'autres territoires français au profit du roi Philippe Auguste. Cette perte territoriale majeure valut à Jean son surnom peu flatteur et affaiblit considérablement son prestige. Pour financer ces guerres désastreuses et tenter de reconquérir ses terres, Jean imposa des taxes exorbitantes à ses sujets. L'écuage, une taxe payée par les chevaliers pour éviter le service militaire, fut levée à des taux sans précédent et de manière répétée. Les barons, qui supportaient le poids principal de ces exigences financières, commencèrent à ressentir un profond ressentiment. Jean n'hésitait pas à utiliser des méthodes arbitraires pour extorquer de l'argent, confisquant des terres et emprisonnant ses opposants sans jugement. La justice royale était devenue un outil de chantage, vendu aux plus offrants ou utilisé pour briser les ennemis personnels du roi. En plus de ces problèmes financiers, Jean entra en conflit direct avec l'Église catholique et le pape Innocent III. La querelle portait sur la nomination de l'archevêque de Canterbury, en refusant le candidat choisi par le pape, Étienne Langton. En réponse à l'obstination du roi, le pape lança un interdit sur l'Angleterre, suspendant tous les services religieux. Pendant des années, les cloches ne sonnèrent plus, les mariages ne furent plus bénis et les morts furent enterrés sans cérémonie. Finalement, menacé d'excommunication et d'une invasion française soutenue par le pape, Jean fut contraint de se soumettre. Il accepta Langton et fit de l'Angleterre un fief papal, une humiliation supplémentaire qui exaspéra encore plus ses barons. La tension monta d'un cran après la défaite désastreuse de Bouvines en 1214, qui mit fin aux espoirs de Jean de reconquérir la Normandie. Le roi revint en Angleterre ruiné et discrédité, exigeant encore plus d'argent pour payer ses dettes de guerre. Pour les barons du Nord, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ils refusèrent de payer et commencèrent à s'organiser. Ils se réunirent secrètement, jurant sur l'autel de l'abbaye de Bury St. Edmunds de forcer le roi à respecter les anciennes libertés. Leur mouvement prit de l'ampleur, alliant à leur cause de nombreux nobles mécontents à travers tout le royaume. En janvier 1215, les barons présentèrent leurs doléances au roi à Londres, exigeant la confirmation des lois d'Édouard le Confesseur. En tentant de gagner du temps, repoussa sa réponse à Pâques, espérant diviser ses adversaires entre-temps. Mais les barons ne furent pas dupes et profitèrent de ce délai pour rassembler une armée, se proclamant l'armée de Dieu. Lorsque le délai expira sans réponse satisfaisante, les rebelles renoncèrent à leur allégeance envers le roi et marchèrent sur Londres. La capitale, mécontente elle aussi des taxes royales, ouvrit ses portes aux barons en mai 1215, leur offrant un soutien crucial. Avec Londres sous contrôle rebelle et le trésor royal presque vide, Jean se retrouva isolé et sans option militaire viable. Il fut contraint d'accepter de négocier, demandant à l'archevêque Étienne Langton de servir de médiateur. Une rencontre fut fixée dans un pré neutre appelé Runnymede, situé sur les rives de la Tamise, près de Windsor. Le 15 juin 1215, les deux camps se rencontrèrent dans une atmosphère lourde de suspicion et de tension. Les tentes royales aux couleurs vives contrastaient avec les armures étincelantes et l'attitude menaçante des barons. Les barons présentèrent un document connu sous le nom d'Article des barons, énumérant leurs exigences pour réformer le royaume. Ces articles servirent de base à ce qui allait devenir la Magna Carta, la grande charte des libertés. Pendant plusieurs jours, des négociations intenses eurent lieu, Langton naviguant habilement entre les demandes des barons et les réticences du roi. Le texte final ne visait pas à renverser la monarchie, mais à limiter les pouvoirs arbitraires du roi et à le soumettre à la loi. Il abordait des questions spécifiques comme les droits de succession, les douaires des veuves et la gestion des forêts royales. Mais au-delà de ces détails féodaux, la charte contenait des principes révolutionnaires de justice et de liberté individuelle. L'article 39, le plus célèbre, stipulait qu'aucun homme libre ne pouvait être emprisonné ou exilé sans un jugement légal de ses pairs. C'était la naissance du principe de l'habeas corpus,
une protection fondamentale contre l'arrestation arbitraire. L'article 40 déclarait « À personne nous ne vendrons, à personne nous ne refuserons ou ne différerons le droit ou la justice ». Ces clauses établissaient l'idée que la loi était au-dessus du roi, un concept radical pour l'époque. La charte limitait également le montant des taxes que le roi pouvait lever sans le consentement du conseil du royaume. Elle protégeait les droits de l'Église, garantissant son indépendance face aux ingérences royales. Les marchands se voyaient garantir la liberté de circulation et de commerce, essentielle pour la prospérité économique. Thomas. Un comité de 25 barons fut créé pour surveiller le respect de la charte par le roi, avec le pouvoir de saisir ses biens s'il échouait. C'était une clause de sécurité sans précédent, légalisant virtuellement la rébellion si le roi violait ses promesses. Le 19 juin, après 4 jours de discussion, le roi Jean apposa son grand sceau sur la Magna Carta, la rendant officielle. Des copies furent immédiatement réalisées par les scribes royaux pour être envoyées dans tout le royaume, aux shérifs et aux évêques. Cependant, la paix fut de courte durée, car aucune des deux parties n'avait vraiment l'intention de respecter l'accord à long terme. Jean, furieux d'avoir été contraint, écrivit secrètement au pape Innocent III pour lui demander d'annuler la charte 1.1. Le pape, voyant la charte comme une atteinte à l'autorité royale, et donc à la sienne, déclara le document « nul et non avenu à jamais ». Il menaça d'excommunication quiconque oserait observer ces clauses, jetant de l'huile sur le feu du conflit. Les barons, se sentant trahis, reprirent les armes, déclenchant la première guerre des barons de Suède. Le pays plongea dans une guerre civile sanglante, les rebelles invitant le prince Louis de France à prendre la couronne anglaise. Jean mena une campagne brutale à travers le pays, brûlant et pillant les terres de ses ennemis. Le conflit semblait sans issue lorsque, soudainement, le roi Jean mourut de dysenterie en octobre 1216. Sa mort changea complètement la donne politique, laissant le trône à son jeune fils de 9 ans, Henri III. Les conseillers du jeune roi, dirigés par le grand maréchal, Guillaume le Maréchal, comprirent qu'il fallait gagner la paix piantée. Pour rallier les rebelles modérés, ils décidèrent de rééditer la Magna Carta au nom du nouveau roi en 1216. Cette version était amputée de ses clauses les plus radicales, notamment celles concernant le comité des 25 barons. La manœuvre réussit, de nombreux barons abandonnèrent le prince Louis et se rallièrent au jeune Henri. Après la défaite des Français à la bataille de Lincoln, la paix fut rétablie et Louis rentra en France. La Magna Carta fut rééditée une 3e fois en 1217, intégrant la charte de la forêt qui réduisait les domaines royaux. En 1225, à sa majorité, Henri III confirma la charte définitivement en échange d'une nouvelle taxe. Cette version de 1225 devint la référence légale, inscrite dans les statuts du royaume. Au fil des siècles, la Magna Carta acquit un statut presque mythique, symbolisant la lutte contre la tyrannie. Bien que la plupart de ces clauses soient devenues obsolètes avec le temps, ces principes fondamentaux ont perduré. Elle influença le développement du parlementarisme anglais et la common law. Au XVIIe siècle, des juristes comme Edward Coke l'utilisèrent pour contester l'absolutisme des Stuarts. Elle inspira les colons américains dans leur lutte pour l'indépendance contre la couronne britannique. La Constitution américaine et la Déclaration des droits portent l'empreinte indéniable de la Grande Charte. Le principe de pas de taxation sans représentation trouve ses racines dans les exigences des barons de 1215. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a été qualifiée de Magna Carta internationale. Aujourd'hui, seuls 4 exemplaires originaux de la charte de 1215 ont survécu au temps. 2 sont conservés à la British Library, 1 à la cathédrale de Lincoln et 1 à la cathédrale de Salisbury. Ces documents fragiles, écrits en latin sur de la peau de mouton, sont des trésors de l'humanité. Le monument de Runnymede, érigé par l'Association du barreau américain, commémore ce lieu historique. Il rappelle que la liberté n'est jamais acquise définitivement, mais doit être constamment défendue. L'histoire de la Magna Carta est celle d'un roi faible forcé de céder, mais dont l'échec a paradoxalement renforcé la nation. Elle montre que même le pouvoir le plus absolu peut être contesté et limité par la volonté collective. Les barons, bien que motivés par leurs propres intérêts, ont ouvert la voie à des libertés plus larges. Le rôle de l'Église et d'Étienne Langton a été crucial pour donner une dimension morale et juridique à la révolte. La Magna Carta a transformé la relation entre le souverain et ses sujets, introduisant l'idée de contrat social. Elle a établi que la justice doit être accessible à tous, et non un privilège réservé aux riches ou aux puissants. L'héritage de Runnymede résonne encore dans les tribunaux et les parlements du monde
entier. Chaque fois qu'un citoyen invoque ses droits face à l'État, l'esprit de la Magna Carta est présent. Elle nous rappelle l'importance de la primauté du droit, pilier essentiel de toute société démocratique. Ainsi, un parchemin médiéval, né d'une querelle féodale, est devenu le flambeau de la liberté pour l'humanité. L'histoire continue de s'écrire, mais les fondations posées en 1215 demeurent inébranlables. Magna Carta Libertatum, la grande charte des libertés, reste un symbole puissant d'espoir et de justice. Son histoire est une leçon sur la fragilité du pouvoir et la force durable des principes justes. En fin de compte, les barons de 1215 ont accompli bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils ont planté une graine qui a grandi pour devenir un arbre immense, abritant les libertés de milliards de personnes. Leur audace face à un roi tyran continue d'inspirer ceux qui luttent contre l'oppression aujourd'hui. La Magna Carta n'est pas seulement un document historique, c'est une idée vivante. Elle vit dans chaque procès équitable, dans chaque élection libre, dans chaque acte de résistance légitime. C'est pourquoi nous nous souvenons encore, 8 siècles plus tard, de ce jour de juin à Runnymede. Le roi Jean, malgré lui, a légué au monde un trésor inestimable. Et les barons, par leur rébellion, ont écrit l'un des chapitres les plus importants de l'histoire humaine. La légende de la Magna Carta traversera encore les siècles, tant que les hommes chériront la liberté. C'est un rappel constant que le droit est la seule véritable protection contre la force brute. Nous devons donc veiller à ce que ces principes ne soient jamais oubliés, ni bafoués. Car comme l'a montré l'histoire, la liberté perdue est difficile à reconquérir. Honorons la mémoire de ceux qui ont osé dire non à l'injustice en 1215. Et engageons-nous à porter leur flambeau pour les générations futures. Magna Carta, la Grande Charte, demeure la pierre angulaire de nos démocraties modernes. Son esprit souffle sur chaque page de nos constitutions et dans chaque verdict de nos cours. Elle est la preuve que le courage de quelques-uns peut changer le destin de tous. Que l'histoire de la Magna Carta continue d'inspirer et d'éduquer le monde entier. Car comprendre notre passé est la clé pour construire un avenir meilleur et plus juste. Ainsi se termine le récit des barons qui forcèrent un roi à signer, changeant le monde à jamais.